Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Braking system brake are good even in weak version of the A4. Before restyling, most cars were equipped with front discs with a diameter of 314 mm, and after, 320 mm. S4 version had 345 mm brake. In any case, the caliper is single piston, with a floating bracket, simple and trouble-free of course, if you keep an eye on the condition of the guide and tear dust cover. On the rear axle discs are simple, unventilated 3 mm in simple version and with a diameter of 330 mm with ventilation in S4. Handbrake drive is electric, with a motor reduced directly on the caliper. This variant is reliable along as the jar motor housing is intact and moisture HAS not got inside. It covers the most vulnerable place of the rear caliper, the axle oil seal. The price of the original jar motor for the last year HAS jumped 3 times, up to 27,000, but the non-original still cost about 4,000 rubles. Aucun problème n'a été constaté jusqu'à présent au niveau des tuyaux et des flexibles, mais le système ABS tombe relativement souvent. En panne, cette génération n'a pas le câblage et les capteurs les plus performants. Le câblage et les capteurs de cette génération ne sont pas des plus performants. Ils sont sujets à des ruptures à l'intérieur de l'isolation et les capteurs tombent en panne plus souvent que d'habitude. Toutefois, contrairement aux voitures de la plateforme MQB, le capteur est ici d'un modèle ancien, relativement simple et fabrique séparément d'un fil. Suspension. Cette génération des A4 est équipée pour la première fois de leviers de suspension avant de nouvelles géométries. Sur les générations précédentes, ils étaient interchangeables avec les leviers A4 A8 produits depuis 1994. Fondamentalement, la suspension n'a pas changé, les 4 leviers et la fusée de direction sont les mêmes. Mais la longueur des bras supérieurs a été augmentée, et l'installation de l'amortisseur à l'avant est maintenant standard, inversé. Pour mettre en œuvre ce schéma, un support supplémentaire en alliage léger et des liens simplifiés du stabilisateur de stabilité transversale ont été introduits, tandis que la fixation problématique du lien de direction a été supprimée de la fusée de direction écune. Pas de plus simple sans pince a été utilisé. Hélas, les bras supérieurs ont toujours le même boulon de barre d'accouplement avec les mêmes problèmes d'aigreur. Le roulement du moyeu n'est pas monté à la presse, mais sur 4 boulons. La modernisation a permis de raccourcir les bras inférieurs, de reculer légèrement l'arbre de transmission, grâce au support incurve. Il n'est plus gêné par l'amortisseur. Tous les éléments élastiques sont devenus un peu plus légers et compacts. La nouvelle forme du bras arrière permet de monter des pneus encore plus larges. Il est dommage que la nouvelle rotule de direction se soit révélée aussi peu efficace que les premières versions en alliage léger. De l'année modèle 2001, les boulons des accouplements de levier supérieurs y sont aussi bien coincés. Et les roulements à billes des bras supérieurs sont moins fiables. Sur les générations précédentes, les leviers sont presque éternels, en tout cas, il y a des voitures de 1999 à 2004 avec des pièces encore d'origine. Sur la 4B8, leur ressource est tombée à un niveau typique pour des suspensions de 120 à 150 000 km. La durée de vie de la suspension en général est restée acceptable. Les rotules des bras supérieurs ne sont pas éternelles et, sur la plupart des voitures ayant un kilométrage de 200 000 km, elles ont été remplacées depuis longtemps. Les articulations à rotules des bras inférieurs sont plus fiables, mais les silent blocks s'usent déjà vers 70 à 90 000 km, bien que la réparation soit relativement peu coûteuse. Il est inutile de changer les leviers, bien que de nombreux propriétaires soient divorcés par les services pour remplacer les leviers complets. La difficulté réside dans le fait que les silent blocs de cette génération sont asymétriques, avec des cages non circulaires, et que les monteurs peu habiles les abîment souvent en les pressant. Les amortisseurs avant servent longtemps, l'essentiel étant que les couvercles anti-poussière soient intacts. Mais les ressorts éclatent régulièrement, endommageant la coupelle de l'amortisseur et détruisant le joint en caoutchouc. Les propriétaires des A4 à Moscou se plaignent que le deuxième jeu de ressort est souvent remplacé pour une centaine de milliers d'euros. Il est toujours fortement recommandé de dévisser une fois par an les boulons d'attache des rotules et de les lubrifier,
afin d'éviter qu'ils ne s'aigrissent. Les rotules en fonte ne sont pas disponibles pour cette génération et ne sont pas attendus. Les roulements de moyeux de la suspension avant sont souvent critiques, et de nombreuses personnes en changent les moyeux sous garantie plus d'une fois. Mais cela est également lié à l'utilisation de gommes à profil bas. Le design lui-même est typique et différé peu de celui utilisé sur d'autres voitures. Au niveau de la suspension arrière, les choses sont un peu plus simples. Tous les cylindres blocs sont remplaçables, même le roulement à billes, Floating Silent Block, sur la S4. Seul un bras doit être remplacé en tant qu'ensemble. Mais, d'une part, il existe des analogues non originaux et, d'autre part, le levier est en acier et ne craint donc pas d'être réappuyé. Le prix des 14 éléments remplaçables n'est pas négligeable, mais il est rare qu'ils tombent en panne d'un seul coup. La plupart des pièces durent environ 200 000 km. Les suspensions sont devenues plus rigides, ce qui influe non seulement sur les ressources, mais aussi sur le comportement sur la route. La maniabilité de la 4 de cette génération n'a rien à voir avec la direction très droite et amortie de la 4 de la première génération. La sensibilité est plus élevée, l'action réactive sur le volant est beaucoup plus nette et, dans les virages, la suspension tient mieux, utilisant au maximum les avantages des pneus larges. Les suspensions de la 4 sont probablement les plus confortables de toutes les voitures de la catégorie, en raison du poids non suspendu minimal et de l'absence d'un point douloureux sous la forme du support supérieur de l'amortisseur des suspensions de type McPherson. La direction est à crémaillère, mais contrairement à ce qui se fait chez Audi, la crémaillère est située dans le cadre inférieur, comme sur la plupart des voitures modernes. Cela a permis non seulement d'améliorer la sensibilité de la direction, mais aussi d'éliminer presque complètement la dépendance à l'égard de l'état des silent blocks du sous-châssis. En outre, cette solution permet de rendre les silent blocs plus souples et d'améliorer le confort lors de l'utilisation de gommes à profil bas. Il semblerait qu'une telle solution n'ait que des avantages. En fait, la crémaillère située dans le sous-châssis est beaucoup plus contaminée, l'humidité y pénétrait plus souvent par les moindres fissures des caches-poussières. Pour les voitures dont le kilométrage est supérieur à 150 à 200 000, ce facteur doit être pris en compte. N'oubliez pas que 7 à 4 V8 est la majorité, même si le compteur kilométrique en indique une autre. En outre, les housses de protection de cette génération sont très courtes, elles sont très étirées et la fixation extérieure se déchirait sous l'effet du gel. Sur le 4, avant le restylage, la direction est assurée par un système de direction assistée conventionnel et une pompe comme sur le Schniva, mais avec un support arrière et un tube tourne dans la bonne direction, plus un système servotronique. La ressource d'une crémaillère dépasse les 250 000 €, si l'on suit l'état des couvercles anti-poussière et la propreté de l'huile. Un problème typique est la corrosion de l'arbre due à des fissures ou à un mauvais serrage du couvercle anti-poussière, en conséquence. La crémaillère commence à cogner, puis à fuir. Dans le meilleur des cas, il faut remonter la crémaillère, polir l'arbre et installer des bacs de réparation. Dans le pire des cas, la crémaillère devra être remplacée dans son intégralité. Jusqu'à présent, il y a suffisamment de crémaillères d'occasion, mais le prix des nouvelles crémaillères passe de 23 000 à 280 000 pour une crémaillère d'origine. Les produits non originaux ont suivi, et maintenant les prix commencent non pas à 11, mais à 40 000 pour les produits reconditionnés. Et francs, Chine, jusqu'à 200 000 pour Bosch. C'est ainsi qu'un aspect désagréable du fonctionnement se transforme en un problème grave en raison de la augmentation inadéquate du coût des pièces de rechange. Après le restylage, la crémaillère a été remplacée par une électrique, mais les joints ne se sont pas améliorés. Ici, du côté gauche, la corrosion détruit l'arbre et la douille d'extrémité, mais n'endommage pratiquement pas le mécanisme d'engrenage. Si vous ne conduisez pas pendant des années avec une crémaillère qui grince et qui cogne, les problèmes se multiplient lorsque l'on pénétrait dans la crémaillère du côté droit-gauche. L'eau pénétrait dans le palier de butée, le rotor du moteur et la partie filetée de l'arbre où se déplacent les billes de recirculation. Si vous roulez longtemps avec un cache-poussière en dommage, l'humidité peut également pénétrer dans la partie électronique. Le palier de butée du côté droit est principalement sujet à la corrosion, il commence à grincer sous la charge et les billes commencent à s'écraser dans les rainures en raison de la saleté et des dommages subis par le rotor et l'arbre. Si le palier est restaure, et c'est une tâche non triviale en raison de dimensions non standards et de solutions d'agencement franchement infructueuses, alors avec de petites cavités de l'arbre et du rotor, le mécanisme ne nécessitait qu'un nettoyage et une lubrification.
Mais les caractéristiques de l'amplificateur seront différentes de celles d'un amplificateur linéaire. Dans la plupart des cas, ce n'est pas si fondamental. En cas d'endommagement grave du rotor, il est pratiquement impossible de le réparer, il faudra le remplacer. La situation est d'autant plus délicate que, sur presque tous les exemplaires, le rail fuit également au niveau des presses et tubes du câblage. Toute fissure dans le boîtier au niveau des connecteurs de commande et d'alimentation ou tout endommagement des connecteurs et du câblage entraînera une infiltration d'humidité. Presque tous les racks présentent des traces de corrosion de la carte au niveau des connecteurs de sortie, mais dans la plupart des cas, ces dommages n'affectent pas encore les performances. Hélas, il faudra attendre un certain temps avant que les sorties de cette génération de bail ne soient produites en masse. Transmission. Problème courant: le passage aux joints cannelés de l'arbre de transmission, des arbres de transmission et des boîtes de vitesse ne les a pas rendus plus problématiques, de même que la reconfiguration des boîtes de vitesse. Les joints cannelés sont assez fiables, si ce n'est pour régler les moteurs au maximum. Il n'en reste pas moins que 170 et 300 chevaux représentent des charges très différentes pour tous les composants, y compris les arbres. Et l'augmentation de la charge sur la boîte de vitesse arrière à décharge les transmissions avant, il est devenu beaucoup plus difficile de les casser même avec des moteurs puissants. La transmission intégrale est aussi fiable que possible, mais tout dépend du style de conduite. Sur une copie de réglage et avec un bon attelage, il est possible de faire rouler la boîte de vitesse et les entraînements. Boîte mécanique: les 4 sur les mécaniques dans la population sont peu nombreux, environ 5%, mais on trouve des plaintes pour des pannes, ce qui est surprenant. Le fait est que la moitié de ces voitures sont importées d'Europe, et qu'il s'agit souvent de breaks avant dotés d'un attelage et d'un kilométrage décent. D'autres exemplaires sont sérieusement règles, sur lesquels on pratique des démarrages 4 roues et d'autres exercices extrêmes. Les boîtiers de la carrosserie 8K ne sont pas interchangeables avec les anciennes générations. Il existe une configuration avec un arbre de transmission externe sépare pour l'essieu avant et le groupe motopropulseur de l'essieu avant dans un boîtier latéral. L'arbre de transmission de la roue gauche passe directement par le carter d'embrayage. Les boîtiers pour les modifications de la traction avant sont relativement bon marche. Pour 20 000 €, on peut littéralement acheter une Unite en état de marche. En revanche, les boîtes pour transmission intégrale sont plus chères que les autres boîtes automatiques. Toutefois, il existe une astuce: rechercher une boîte de Q5 et de A5, la transmission intégrale y est plus répandue et le prix des boîtes est moins élevé. Le principal défaut est un hurlement dû à une défaillance des roulements en cas de surcharge. Les défaillances de l'arbre sont rares. Les synchroniseurs sont chers, mais il est possible de trouver des analogues dans des versions moins rares de la transmission. En général, il n'y a rien de particulièrement grave. Lors d'une utilisation prudente, il est possible d'obtenir uniquement un volant moteur et un embrayage à 2 masses, qui ne sont pas bon marche. Si vous prenez la voiture pour un 0 à 2 cents ou un cent à 2 cents, il n'y a pas lieu de s'inquiéter du coût des details de la transmission. Il y a aussi la DSG DL501, qui supporte beaucoup mieux de telles charges. Si vous avez besoin d'une voiture pour de telles tâches, il est judicieux d'acheter un modèle équipe d'une boîte DSG ou de la soudée. Boîtes automatiques avec toute la variété des séries de boîtes de vitesse automatiques sur cette génération des A4, il s'agit toujours de vieilles connaissances. Multitronic 0AW pour la traction avant, ZF0B6 à 6 rapports, DSG0B5 à 7 rapports et ZF0BK 0BL à 8 rapports pour la traction avant. Et la transmission intégrale. Le système Multitronic 0AW est le variateur de deuxième génération d'Audi dans notre examen de la 6. En bref, la conception a été sérieusement optimisée et, pour les modes à forte charge, un mode Shift a été créé, la voiture est accélérée en changeant le régime moteur. Et le rapport du variateur est modifié progressivement, sous l'effet de l'allègement de la traction. Cela a permis d'augmenter considérablement les limites de transmission du couple sans perte d'économie. Le principal point vulnérable de la boîte est le capteur de tour, qui n'a d'égal que le mauvais fonctionnement de l'échangeur de chaleur en termes de caprice. Ces problèmes sont résolus avec succès, le capteur sur la carte est ressoude, le système de refroidissement est repense. Les ressources de la chaîne sont élevées, plus de 300 000, les roulements sont fiables avec un changement d'huile en temps voulu. Beaucoup de choses dépendent de la pureté de l'huile, il vaut mieux ne pas la négliger, car la révision est très coûteuse, et le prix des unités contractuelles est élevé. La plupart des boîtes sont tuées par un remorquage banal. Dans ce cas,
ce n'est pas un convertisseur de couple qui est utilisé, mais un bloc de démarrage. Lorsque la pompe à huile ne fonctionne pas, elle brûle, et cette transmission automatique n'a pas de point mort. Au premier démarrage, la saleté du bloc de démarrage brûle se répand dans la boîte, obstruant la pompe et les solénoïdes. La boîte automatique à 6 vitesses 0B6 est en fait un clone de l'habituel ZF 6HP28A en version AL651. La boîte ZF a été abordée en detail dans l'examen de la Jaguar XF. La version à traction avant dispose de son propre boîtier avec une boîte de vitesse intégrée pour l'essieu avant, mais cela n'ajoute aucune caractéristique particulière en fonctionnement. En fait, les problèmes liés à l'usure des garnitures de blocage de la GDT et à la contamination de l'huile due à l'algorithme de fonctionnement. Avec glissement constant et aux particularités du fonctionnement mécatronique sont exactement les mêmes ici. En général, ce n'est pas la pire des transmissions automatiques, il faut juste changer l'huile plus souvent, essayer de maintenir la température de l'huile entre 50 et 80 degrés, malheureusement, pour les conditions urbaines, cela nécessitait souvent une modification du système de refroidissement, et éviter la surchauffe, qui réduit fortement la durée de vie de nombreux éléments en caoutchouc. En plastique de la structure, des joints d'étanchéité à l'huile aux accumulateurs hydrauliques et aux rondelles d'écartement. Les boîtes de cette série ne sont pas compatibles avec les anciennes versions de ZF 6HP pour Audi en raison de leur disposition, mais cela n'a pas d'incidence sur le prix, le choix de boîtes d'occasion est vaste, et la réparation se fait au fil de l'eau. Le seul inconvénient est que la différence entre le coût réel de la réparation et ce que le propriétaire paie est généralement multiple. Toutefois, cela s'applique à presque toutes les réparations de transmissions automatiques. Le robot de la série 0B5 est mieux connu sous le nom de DSG DL501, et ce n'est pas le plus réussi des présélectifs vagues. Cela dit, il est conçu pour un couple très élevé et gère tous les moteurs disponibles sur cette génération DA4. Malheureusement, il y a des versions assez anciennes de cette boîte sur la 8K4. Dans la revue de la 6 et 7 au lien ci-dessus, il y a une description de cette transmission automatique également. La DL501 reste une version assez capricieuse et coûteuse à entretenir de la DSG, principalement en raison de ses composants onéreux et de sa prévalence inférieure à celle des transmissions transversales. Toutefois, sa capacité à digérer un couple élevé permet de l'accepter dans une certaine mesure. Les particularités de conception et de fonctionnement peuvent être attribuées à une durée de vie relativement courte de l'embrayage, à la nécessité de renouveler fréquemment l'huile de la partie hydraulique, de changer régulièrement les solénoïdes, de remplacer ou de laver à fond la pompe d'éjection, sans oublier le gauchissement des disques et l'usure accélérée de l'ensemble de démarrage. La réparation de l'embrayage avec le remplacement des bacs d'étanchéité, la restauration du couvercle et de l'assise du roulement. Le tambour d'embrayage et le lavage de la pompe d'éjection sont désormais maîtrisés. En outre, un nouveau logiciel mécatronique empêchait toute surcharge de la boîte. Si vous le souhaitez, vous pouvez installer des microprogrammes de réglage, avec eux, les risques de surcharge de la boîte augmenteront. Mais vous obtiendrez une amélioration notable de la dynamique de la voiture. Les boîtes automatiques à 8 étages des séries 0B4 0BL sont des boîtes ZF, également appelées AL551, Q8 et AL951, Q8, l'indice indique le couple maximal qu'elles sont capables de transmettre normalement. Mais ces boîtes sont surtout connues sous les noms de ZF8HP55A et ZF8HP90A. Leur conception est extrêmement complexe pour une transmission automatique hydraulique, 8 rapports, amortisseur bimasse dans le carter. GDT, pompe à tiroir avec pression réglable en souplesse, carté de tambour en aluminium léger, différentiel interessieux avec lubrification forcée et pompe à huile séparée. La boîte de vitesse comporte jusqu'à 3 circuits de lubrification, le circuit principal, la boîte de transfert et le circuit de transmission principal de l'essieu avant. Dans les versions les plus puissantes de la transmission 0BL, les circuits de la boîte de transfert et de la transmission principale sont fermes et équipent d'un radiateur d'huile sépare. Ces transmissions automatiques sont capables d'utiliser les données du système de navigation pour optimiser les changements de vitesse et sont adaptées au travail avec la fonction Start-Stop grâce à l'utilisation d'un accumulateur hydraulique capacitif à commande électrique. Mais assez de publicité. Parlons maintenant de la façon dont toute cette splendeur résistait aux difficultés du service. À faible charge, sur les moteurs diesel et essence 1,8 et 2,0, et même avec un style de déplacement prudent, ces automatiques sont un exemple de triomphe des technologies. Économiques, elles sont également fiables.
Même avec une vidange tous les 60 000 ans, il y a beaucoup de transmissions automatiques vivantes avec un kilométrage bien supérieur à 300. La plupart viennent d'Europe, bien sûr. Il n'est donc pas étonnant que de nombreuses personnes chantent les louanges de la fiabilité de cette Unite. Mais ceux qui aiment appuyer sur la pédale d'accélérateur ont une toute autre opinion de la boîte de vitesse. L'utilisation du potentiel des moteurs, l'échauffement de l'unité dans les embouteillages et le style de conduite agressif avec des accélérations et des freinages constants entraînent une surchauffe de la boîte. Les freins à friction et le paquet de freins B, responsables du point mort automatique dans les embouteillages, sont très usés. La pompe à huile s'est raflée, les éléments en caoutchouc vieillissent, les engrenages planétaires hurlent, l'amortisseur Blimas émet un cliquetis sourd, ce qui sollicite fortement l'ensemble de la mécanique de la boîte de vitesse. Au moindre choc pendant les changements de vitesse, la moitié des tambours sont envoyés à la reconstruction ou au remplacement. Raison de l'écaillage de la surface en aluminium souple. En général, la défaillance d'une transmission automatique très fiable est une grande surprise. La boîte coûte excessivement cher à réparer. La moindre erreur peut ruiner sa mécanique délicate et faire grimper le prix de la réparation dans l'espace. Dans notre mode urbain typique, le scénario négatif se réalisait très souvent. Le prix de la révision, qui dépasse largement les 350 000 roubles, est un problème même pour ceux qui n'ont pas d'argent à dépenser pour leur voiture. Même un contrôle indépendant des défauts et une participation personnelle au remontage réduisent le prix de la réparation à au moins 150 000 roubles. Moteur. Problème courant: les moteurs à essence et diesel de cette génération sont tous très sophistiqués et dotés d'un bon potentiel de réglage. En conséquence, les risques de problèmes graves sur les versions avant le restylage et l'entretien, dont on ne connaît pas l'origine, sont très élevés. Sur le plan structurel, les moteurs illustrent une approche typique des préoccupations de Volkswagen depuis 2000 ans. Il y a beaucoup de tuyaux coûteux pour les systèmes de refroidissement, d'aspiration et de ventilation des gaz de Carter. Tout cela est jetable sous condition, avec des raccords et nécessité de l'attention. Les systèmes de contrôle de l'injection sont complexes, tant sur les moteurs diesel que sur les moteurs à essence. Il existe de nombreuses complications de conception inattendues dont le propriétaire typique d'une voiture japonaise n'a jamais entendu parler. Par exemple, un réservoir d'expansion avec une bombe de silicone sur le restylage, il a un sac avec du gel de silice. Si vous ignorez les prescriptions relatives au remplacement du réservoir, vous risquez de contaminer le système de refroidissement et d'avoir un chauffage qui ne fonctionne pas. Moteur à essence: la majorité des exemplaires A4 sont équipés de moteurs de la famille EA888 de 3 générations. En fait, il existe plus d'une douzaine de variantes, mais nous les diviserons uniquement par génération et année de fabrication. Les moteurs de la génération 2 sont réputés être les plus problématiques, car ils n'ont pas résolu les problèmes de synchronisation de la première génération, mais ils réservent des surprises au niveau du groupe de pistons. Les moteurs de la génération 3 sont censés être parfaits et fiables. En fait, les moteurs de la génération 3 sont également souvent réparés, mais les raisons sont différentes. Avant le restylage, les moteurs 1,8 série CABA, CAB, CDHA, CABD, CDHB et 2,0 série CDNB, CDNC, CAEA, CAEB, CFKA ont été mis sur le marché. Après le restylage, les moteurs 1.8 CJB et CDHA, les versions 2.0 CDNC, CDNB, CAEA, CAEB, CAED, CPMB, CPMA, CFKA, CNCD sont apparus. Cette diversité est due au fait que les unités Gen 1 et Gen 2 existent aussi bien en version avec un régulateur de phase qu'avec deux. Avec le système AVL, Audi Valve Lift System, qui permet de régler la hauteur de levée des soupapes à l'admission, et avec différents degrés de suralimentation pour différents microprogrammes et marches. Les moteurs Gen 3 sont tous des versions avec contrôleur biphasé et AVL, mais il existe également de nombreuses variantes, outre les moteurs répondant aux normes Euro 4/5e, il existe également des moteurs répondant aux exigences américaines ULEF-2 XULEF. Les variantes les plus exotiques des Gen 1 et Gen 2 1.8 sont CABA et CDHA avec 120 chevaux. Les plus populaires parmi les Gen 1/1,8 sont CABD, 170 chevaux, et CAB, 160 chevaux, et dans la série Gen 2, CDHB avec 160 chevaux. Les moteurs 2.0 de la génération 1 ne sont représentés que par le CCTA de 200 chevaux, ceux de la génération 2 par le CDNB de 180 chevaux et le CDNC de 211 chevaux. Sur les voitures américaines importées,
on trouve principalement des CAEA et des CAEB conformes aux normes américaines ULF2. Les autres exotiques, par exemple, bicarburation CFKA selon les normes américaines de toxicité. Les moteurs de 1,8 litres de la génération 3 sont principalement représentés par les séries CJB, 170 chevaux, et CJE, 177 chevaux, et plus. Rarement par la série CJED. Les unités 2.0 de cette génération sont généralement dotées de l'indice CNCD et d'une puissance de 225 chevaux. Il est préférable de préciser le modèle du moteur dans le STP ou de vérifier indépendamment le numéro figurant sur le bloc. Mais sur certaines voitures, on trouve des hybrides avec des culasses, des vilebrequins, des groupes de pistons et des pompes à huile mixtes. Parfois, c'est le résultat d'une mise au point, parfois c'est simplement la conséquence de réparations standards. Il est facile de distinguer la Gen 3 des deux premières, elles ont une admission complètement différente. Mais la différence entre la Gen 1 et la Gen 2 est négligeable en pratique. Tout dépend de la personne qui a réparé le moteur et de la manière dont elle l'a fait, ainsi que du piston et de la distribution install. Souvent, on ne peut le savoir qu'en ouvrant l'appareil. Pour vous faire une idée du nombre de problèmes rencontrés dans la série de moteurs EA888, vous pouvez lire quelques-uns de nos documents. Sur les causes des fuites d'huile, les pannes typiques courantes, les moteurs 3.2 CALA et 3.0 KK, CCBA, CREC et CRED appartiennent. À deux générations de la série EA837, les moteurs suralimentent souvent appelés EA837 TFSI Evo. Il s'agit de moteurs V6 dans un bloc en aluminium, avec une distribution par chaîne, très complexe et située du côté du volant. Les moteurs atmosphériques ont une valve de contrôle de phase contre 2 pour les moteurs à compresseur. Si vous pensez que les moteurs atmosphériques de cette génération sont fiables, vous vous trompez. Sur la 4 et la 6, ces unités de puissance sont mortes pour de nombreuses raisons. En comparaison, l'EA888 de la deuxième génération n'est qu'un exemple de durabilité et de facilité d'entretien. Et les nouvelles séries ne sont pas si différentes des anciennes en termes de fiabilité. L'explication est évidente, l'huile d'aluminium n'est pas un bon ami de la surchauffe et de la détonation, n'aime pas les huiles à faible viscosité et ne coquéfie pas les segments minces à faible mouvement. Et la plupart des modifications sont des jeux avec la température de fonctionnement, les microprogrammes et les convertisseurs catalytiques. La fiabilité des vieux moteurs avec cette technologie de chemise n'est pas remise en question, il n'en est pas question de plus, là. Réparation du bloc cylindre est très coûteuse, l'unité est à parois minces et la chemise est compliquée. Et les risques d'avoir de nombreux problèmes même après une réparation désastreuse sont également élevés. Nous avons également parlé de l'évolution des moteurs de cette gamme dans l'analyse de l'Audi A6 et 7. Le 4,2 FSI atmosphérique de la RS4 sert parfois assez longtemps, et pourtant il est difficile de le qualifier de fiable. D'une part, les températures sont plus basses et l'entretien correspond. D'autre part, le 4.2 FSI a la même conception et des problèmes très similaires, et le style de fonctionnement est souvent dur. Moteur diesel. Les moteurs diesel appartiennent principalement à la série A189 de 2 litres. On trouve rarement des EA288 plus récents, dont les principaux avantages sont une montée en température beaucoup plus rapide et un fonctionnement plus souple dans tous les modes, et toujours des injecteurs strictement électromagnétiques. Sur la génération EA189, les premiers moteurs ont été équipés d'injecteurs piézoélectriques très capricieux. Il existe de nombreux modèles, KAGA, KAGB, KA, CAB, CAGC, CMEA, CJCB, CNHA, CNHC, CSUA, XUB. Seules les premières versions dotées d'un calculateur EDC17C14 avec injecteur piézoélectrique doivent être évitées. Les versions avec arbre d'équilibrage présentent un problème d'usure de l'hexagone de l'entraînement de la pompe à huile, qui doit être remplacé lors du remplacement de la courroie de distribution par une courroie neuve. Dans le cas contraire, il y a un risque de rotation. Les équilibreurs se trouvent sur les unités KA, 170 chevaux, CAB, 163 chevaux, KAGA, 143 chevaux, KAGB, 136 chevaux. Les premières versions de ces moteurs peuvent être équipées d'injecteurs piézoélectriques. Les moteurs CJCA, 143 chevaux, CJCB, 136 chevaux, CMEA, 143 chevaux, CNHA, 190 chevaux, et autres sont déjà équipés d'injecteurs électromagnétiques. Mais les variantes sans équilibreur sur Audi sont pratiquement introuvables. Curieusement, les moteurs de la gamme EA189 ont été mis sur la Gazelle Next. Les rares diesel V6 appartiennent à la série EA896, ce sont les moteurs 2.7 KAMA, CAN, CGKA, CGKB des premières voitures, ou
Les 3.0 CCWA, CCWB, CCLA et CLAB, CDUC, CKVB, CKVC, qui sont restent jusqu'à la fin de la production du modèle. Au sein de la série, les moteurs sont divisés en deux générations. Nous avons décrit en détail l'essentiel des changements et des problèmes dans la documentation sur le Volkswagen Touareg 2. Les unités sont fiables, avec une longue durée de vie, mais extrêmement coûteuses à réparer. Sur la 4, c'est le choix des amateurs d'un style de déplacement sportif pour les fans de Solareg. Si vous n'êtes pas trop préoccupé par les coûts supplémentaires et que vous ne vous souciez pas de la carrosserie, l'Audi a 4 générations. 8K n'est pas la pire option parmi ses camarades. Elle dispose d'un grand coffre avec une roue de secours, les sièges arrière sont libres pour les passagers de grande taille, il existe des dossiers rabattables en option pour les sièges arrière, et sa carrosserie de break est à la fois utilitaire et élégante. La transmission intégrale est vraiment intégrale, constante et durable. Les moteurs sont à la fois fiables et assez puissants. Si l'on s'y met, on peut même obtenir un véhicule combinant tous ces avantages. Il est certes dommage que la galvanisation légendaire d'Audi ne sauve plus rien et que les moteurs de base soient éternels. Mais c'est déjà dans l'air du temps.